J'aimerais commencer avec vous, Tanguy, sociologue, je l'ai dit, et vous avez fondé un think tank qui s'appelle Société et vulnérabilité. De quoi s'agit-il? Alors c'est un think tank qui ne réfléchit pas. C'est un think tank dont qu'on a choisi de positionner au plus près de l'expérience des acteurs pour réfléchir mais pour réfléchir à partir de l'expérience des uns et des autres, de nos membres, à la manière dont la vulnérabilité est génératrice de progrès et de richesse économique et sociale. Et donc c'est des choses qu'on démontre, y compris scientifiquement. Donc vous partez de ce postulat et vous en arrivez à la démonstration. Nous sommes bien d'accord. Clairement. Et vulnérabilité, cela crée de la richesse. Oui. Parfait. À condition qu'il y ait la société avec. Vulnérabilité. Mais vous allez nous expliquer tout cela. Et Stéphane, vous-même, lorsque vous travaillez avec une entreprise, vous dites « ce qui m'intéresse d'abord, c'est d'aller jusqu'au cœur antifragile de l'entreprise. » De quoi s'agit-il ? C'est par rapport à un vécu dans ma précédente... Parce que je suis comme vous, je suis un chef d'entreprise depuis 2001. Et dans ma précédente entreprise qui travaillait déjà dans l'IA, en 2016, j'ai compris qu'elle allait disparaître. Et j'ai tout changé. Et cette expérience, avec l'intelligence artificielle au passage, et cette expérience m'a montré que c'était excessivement compliqué d'abandonner. C'était excessivement compliqué d'embarquer tout le monde. Et la seule façon de le faire, c'est de revenir vraiment sur l'ADN même de ce qu'on est, pour pouvoir en profiter et capitaliser là-dessus pour se transformer. Alors imaginez maintenant, voilà, nous l'avons vu tout à l'heure avec Audrey Régnier, il s'agit d'acculturer une entreprise en quoi, ou les collaborateurs d'une entreprise avec l'intelligence artificielle, en quoi, Tanguy, ce moment-là appelle-t-il ou fait-il constater de la vulnérabilité ? La vulnérabilité, déjà, il faut la déconstruire. On a tendance à penser que la vulnérabilité, si je fais un sondage dans la salle, je pense que 95% des gens vont me dire c'est de la fragilité ou de la faiblesse. Donc on va rebondir sur le côté antifragile. Non, la vulnérabilité, c'est la conscience qu'on pourrait devenir fragile ou qu'on pourrait devenir faible. Et donc c'est une forme d'intelligence qui nous permet d'éviter, si possible, pas toujours, mais de devenir fragile, ce qui d'ailleurs en latin veut dire être rompu, cassé, brisé, on parle bien de rupture. Et parce que nous savons que nous sommes vulnérables, alors du coup on peut s'épargner souvent plein de choses et devenir beaucoup plus intéressant, intelligent, inventif et coopératif. Une personne par exemple qui dirait « je suis hyper solide », que pourrait-il lui arriver ? De tomber, de se briser. C'est-à-dire qu'elle serait en déficit de vigilance. C'est un peu ce qui peut arriver, je suis sociologue, donc à l'échelle de nos sociétés aussi. C'est de s'appuyer trop longtemps sur on a toujours fait comme ça a toujours marché et il n'y a pas de raison de changer. Stéphane, votre commentaire sur cet aspect-là ? On le rencontre tous les jours, il y a des exemples célèbres, Nokia, tout le monde connaît l'histoire de Nokia, mais c'est exactement ça. Ils n'ont absolument pas pensé que le smartphone pouvait être un succès. Ça c'est un exemple, mais à l'échelle de toutes nos entreprises, ça existe tout le temps. Et moi je le rencontre, quel que soit le secteur d'activité, il y a il n'y a pas forcément de prise de conscience de cette vulnérabilité et de travail spécifique pour les identifier à l'avance. Parce qu'il ne s'agit pas d'être confronté à ça, sinon c'est trop tard. Il faut travailler justement sur l'amont et bien identifier les problématiques auxquelles on pourrait être, parce que le futur on ne le connaît pas, on pourrait être confronté et de ce fait préparer l'anti-vulnérabilité. Ouais. J'ai quand même deux aspects que j'aimerais approfondir avec vous. Tanguy, vous dites la vulnérabilité crée de la richesse, crée de la valeur dans l'entreprise ? Oui, fondamentalement, parce que, alors on peut en faire la démonstration assez simple, mais quand on a été fragile, chacun d'entre vous, à un moment donné, en tant que personne physique, en tant que chef d'entreprise, a été confronté à des situations de rupture. À titre personnel, un deuil, un divorce, un burn-out, au titre de l'entreprise, une mutation profonde du marché, des nouvelles règles, voilà. Et donc ces moments-là sont des moments où on développe des nouveaux talents. C'est-à-dire qu'en fait, les vrais nouveaux talents, on ne les développe pas quand tout va bien. On les développe quand justement on est confronté à un basculement. Et justement, si je reviens sur l'intelligence artificielle, il se passe quelque chose d'extrêmement puissant en ce moment. J'imagine que beaucoup d'entre vous utilisez l'intelligence artificielle. Et moi, j'aime à dire que si vous utilisez l'IA juste pour faire ce que vous faites aujourd'hui, ça ne sert à rien. Donc là, on est vraiment là-dedans. Alors pourquoi ? Parce que vous allez me dire « Ah mais non, mais moi je vais gagner du temps, je vais être beaucoup plus productif. » Formidable. Mais en quoi, à partir du moment où cette productivité est accessible à tout le monde, ça fabrique un avantage compétitif demain ? En rien.
Donc vous voyez, on est complètement dans une croyance, dans ce symptôme de cette croyance de dire je suis puissant, je vais y arriver, cet outil va continuer comme avant, je vais continuer comme avant, il n'y a pas de problème. Eh bien non. L'enjeu pour vous tous, pour nous tous entrepreneurs, c'est quoi? C'est tout simplement d'inventer des nouvelles propositions de valeur inaccessibles aujourd'hui sans IA. C'est ça la différence. Et en faisant ça, je deviens acteur de mon futur. Et Tanguy, pour poursuivre le propos de Stéphane, le cap que je dois suivre dans cette rupture que j'organise au sein même de mon entreprise, la seule boussole, c'est la vulnérabilité. C'est-à-dire, où suis-je assez maladroit, où suis-je assez fragile pour pouvoir précisément commencer à tracer un nouveau chemin. Je me trompe ou pas? La vulnérabilité, c'est pas un concept, enfin on peut en faire un concept, hein, mais la vulnérabilité, c'est une expérience. Et donc à chacun d'entre nous d'aller regarder dans les moments où il s'est senti vulnérable, surtout s'il a réussi à les traverser, qu'est-ce qu'il a développé comme talent. Et donc c'est véritablement une expérience personnelle. En gros, l'être humain est un outil, une usine à transformer la vulnérabilité en richesse. C'est sa fonction. Il fait ça depuis qu'il est sorti des cavernes. Voilà. J'aimerais quand même qu'on prenne un cas concret, parce qu'on a quand même 1500 personnes qui sont des chefs d'entreprise. Donc moi, j'aimerais qu'on prenne le cas d'une entreprise, soit que vous avez déjà vue, soit on l'invente sur place. Que se passe-t-il dès lors que le chef d'entreprise vous dit, comme Audrey Régnier tout à l'heure, j'aimerais acculturer mes collaborateurs à cette intelligence artificielle. Moi qui suis chef d'entreprise, je me dis, on va gagner tout de suite en productivité. Précisément, c'est ce raisonnement-là. Bien, la première chose que je fais, c'est discuter avec cette personne pour répondre à une question toute simple. Pourquoi voulez-vous mettre de l'intelligence artificielle dans l'entreprise? Et en général, la réponse, en effet, vous l'avez dit, productivité. Je dis nécessaire mais non suffisant. Donc à ce moment-là, on va discuter et je vais essayer de gratter pour comprendre ce qu'il y a derrière, réellement derrière. Quelle est la vision? Quelle est l'ambition? Quelle est la mission? Et la plupart du temps, le chef d'entreprise n'est pas capable de répondre à cette question. Parce que l'environnement médiatique, l'environnement économique dans lequel on est, pousse à une réponse très rapide, alors que l'IA, ce n'est pas une réponse d'aujourd'hui, c'est pas ça. C'est une réponse pour le futur. Et dans ce cadre-là, moi je dis toujours, ne cherchez pas à mettre de l'IA pour aujourd'hui, ça ne sert strictement à rien. Vous devez systématiquement penser à 3 ans. Vous devez prendre de l'avance à 3 ans. Et c'est la seule manière de pouvoir être compétitif et de pouvoir embrasser toutes ces transformations sereinement. Si vous le faites en réaction, ça ne mènera nulle part. Tanguy, j'ai dit également que pendant 20 ans, vous avez été bénévole dans une unité de soins palliatifs. Toute cette vie-là, tous ces constats-là, tous ces accompagnements-là vous ont conduit à quelle observation de l'humain et à quelle conclusion aussi, quel enrichissement? Difficile de tirer des conclusions, facile de faire des observations. La première observation, c'est que, comme pour la vulnérabilité, eh bien, on se trompe sur le sujet de la fin de vie. On le prend comme étant une queue de comète d'une vie bien remplie et dans laquelle il n'y aurait plus grand-chose à espérer. En 20 ans, j'ai accompagné des centaines de personnes, souvent des dirigeants d'entreprise d'ailleurs. Et j'ai observé que la fin de vie, c'est une vie qui veut encore se mettre au monde avant de disparaître, comme disait un psychanalyste célèbre dans les années 80. Le moment où l'être humain tente une dernière fois de se mettre au monde avant de disparaître, disait-il. Et donc j'ai vu des sources de vitalité intenses qui, faute de pouvoir être accompagnées, pouvaient s'éteindre, s'occulter, voilà, s'étouffer doucement. Et donc c'est une véritable nécessité, pas simplement dans le champ des soins palliatifs, mais d'une manière générale dans le champ de la vulnérabilité, d'être vigilant sur les points, les moments où les gens sont dans une forme de rupture, pour à ce moment-là être capable de conforter cette rupture, non pas pour revenir à la situation d'avant, mais pour explorer ce qui a envie d'émerger à ce moment-là. Et je pense qu'on peut tirer ce parallèle au niveau des sociétés également. On parlait tout à l'heure de la situation de la France, la situation de l'Europe. Et donc ça doit aussi nous interroger sur quelle opportunité il y a dans le fait que, pour l'instant, on a plutôt un genou en terre. Et tout ça n'est possible que s'il y a derrière la logique de l'accompagnement. Je prends une seconde pour raconter une petite anecdote, parce que j'accompagne aussi professionnellement des chefs d'entreprise dans l'acculturation de cette vulnérabilité. Un chef d'entreprise qui me dit il n'y a pas très longtemps, je me suis mis en grande difficulté parce que j'ai avoué devant mes troupes que j'avais fait un mauvais investissement, que cette filiale, j'allais devoir m'en séparer et que du coup, j'allais devoir licencier des gens. Et immédiatement, il y a des gens qui me sont tombés dessus en disant « Mais t'es malade, pourquoi tu dis ça ? Enfin, il faut au contraire, on a besoin que tu sois le capitaine dans la tempête, on a besoin que tu nous montres qu'on peut compter sur toi. » Et donc, il était accablé de se dire « J'ai déconné, quoi. En fait, je me suis montré tel que je suis avec mes limites. »
Sauf que dans les heures qu'on suivi, il y a plein de gens qui sont venus le voir en disant « ça fait du bien de vous entendre parler comme ça, parce que du coup, on va pouvoir inventer ensemble des choses ». Et ça, c'était deux mondes qui se percutaient. Un monde où il faut faire semblant d'être puissant, et en fait, ce monde-là, il est en voie d'obsolescence. Et un monde où, au contraire, on a conscience que le problème est partagé, qu'il y en a chacun a sa fonction, mais que c'est en se resserrant. J'ai beaucoup aimé le topo, hein, s'élever ensemble quand tout bascule. C'est ce que j'allais dire. Pascal Sanchot dit, dans ma dernière journée, bien sûr, ils sont restés des visages, des sourires, etc. Mais surtout, ce qui est resté dans ce dernier jour-là, c'est l'ensemble des relations, c'est le ensemble. C'était ça. Quand on introduit l'IA dans une entreprise, c'est une forme, entre guillemets, de fin de vie d'avant. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, ça a été dit, je ne vais pas revenir là-dessus, mais en effet, l'IA, si on va jusqu'au bout, elle change, elle bouleverse les écosystèmes, elle bouleverse nos façons de nous organiser, nos façons de travailler, elle bouleverse l'éducation, elle bouleverse la société au sens large du terme. Et encore une fois, ce n'est qu'un outil, qui n'est qu'un outil de probabilité. Il faut le comprendre. Et le réflexe que je peux observer à peu près partout, c'est qu'on l'utilise. Finalement, on lui demande ce que nous sommes capables de faire. On ne va pas dépasser, alors que l'IA, elle sait faire plein de choses que nous ne savons pas faire, elle sait faire. Il y a plein de choses que nous savons faire qu'elle ne sait pas faire. Et l'enjeu de l'usage de l'IA, c'est de se dépasser. Donc il faut que j'abandonne un certain nombre de choses pour devenir beaucoup plus humain. Et le réflexe des équipes, très souvent, et des dirigeants d'ailleurs, c'est de se dire « Non, mais je veux totalement maîtriser le sujet ». Moi, je dis toujours « Abandonnez ce que vous maîtrisez, ouvrez-vous à autre chose. Acceptez de rentrer dans cette dimension-là et vous allez voir, vous allez vous enrichir. La principale limite, elle est là-dedans. On ne demande jamais l'impossible à ses collaborateurs. Alors pourquoi je le demanderais à l'IA ? Je vous donne un exemple très concret. Quand vous demandez des idées à quelqu'un, vous lui en demandez 2, 3, dans l'espoir d'en avoir une. Ça n'a aucun sens de faire ça avec l'IA. Vous allez tout de suite lui en demander 100, 200, 300 idées. Vous voyez, si vous ne faites pas ça, vous ne savez pas utiliser l'IA. Si, encore une fois, vous lui demandez que ce que vous savez faire, vous ne savez pas utiliser l'IA. Donc ouvrez-vous à l'impossible et vous allez découvrir énormément de choses. Merci beaucoup. Tanguy, remarque là-dessus. Pouvoir aller précisément sur ce moment où je suis vulnérable avec mes équipes, mais ensemble. Deux remarques. La première, c'est que effectivement, pour moi, l'IA est un outil, et donc c'est un outil utilisé par des humains. Si on escamote l'humain du pilotage de l'outil, alors dans ce cas-là, on renverse la tendance, et c'est l'humain qui devient l'outil de la machine. Perspective que personne ne souhaite voir arriver. La deuxième chose, c'est, je réfléchirais en termes de créativité. Je reste encore prudent, perplexe en tant que sociologue sur la capacité de l'IA d'être un outil créatif dans la mesure où il tire sa substance de tout ce qui a déjà été publié. Et dans mon expérience d'être humain, lorsque j'ai vu des gens accéder à une forme de créativité, que ce soit entrepreneuriale, que ce soit dans le monde de l'art, que ce soit au moment de la maladie, c'est généralement parce qu'ils ont été propulsés par un événement extérieur là où ils n'avaient pas envie d'aller. Et ça m'intéresse. Ça m'intéresse de démontrer que l'être humain est en fait un potentiel créatif, y compris dans l'épreuve. Mais éprouver, c'est pas simplement souffrir. Hein. On peut éprouver des sentiments, on peut éprouver des émotions. C'est un beau mot. Voilà, c'est le questionnement que j'ai toujours par rapport à l'IA. Stéphane et Laurence, parce que je sens que ça bouille. Oui, alors juste pour parce qu'on en a parlé, donc je rebondis là-dessus. Pour moi, la création humaine, elle est liée à de l'histoire, donc ce sont des données. Le trigger dont tu parles, c'est une donnée. Et donc l'IA, elle fonctionne à partir des données. La seule limite, c'est est-ce qu'elle a toutes nos données ? Mais ce n'est pas une limite en soi, c'est une limite que de données à mon sens. Ouais. En fait, pour avoir des données, il faut c'est vivre. Une discussion philosophique qu'on va poursuivre. Hein. Laurence, j'imagine que là, dans votre esprit, il doit y avoir 1000 choses avec ça. Ah oui, alors l'IA, oui. Alors là, je vais être obligée de faire entendre une petite voix un peu discordante. Un vendredi matin, Dieu merci, c'était pas un lundi, un étudiant, parce que j'étais en train de m'échauffer moi-même en disant « c'est pas ça la rigueur du raisonnement philosophique ». Parce qu'il y a une rigueur du raisonnement philosophique, et un étudiant m'a regardé mais m'a dit « mais de toute façon, madame, demain vous êtes remplacée par l'IA ». Il y a eu un blanc parce que tout le monde s'attendait à ce que je lui dise « je veux plus vous voir », à ce que je m'énerve. Enfin, en fait, j'ai mesuré le silence parce que je me suis dit « comment ça se fait qu'il me dit ça ? Comment ça se fait qu'il le croit ? Et comment ça se fait, ça se trouve, qu'il l'espère ?»
Et ça m'a marqué. Et j'ai commencé par comment ça se fait. Bon, du coup, on a fait le cours sur le mot intelligence, parce que ce qui me gêne dans l'intelligence artificielle, c'est le mot intelligence qui vient en fait de l'anglais. Donc, il n'y a pas d'intelligence dans l'intelligence artificielle. Je pense que c'est quand même important de le dire. C'est intelligence comme la CIA. Personne dirait que la CIA, c'est le centre des plus intelligents qui existent. Pas forcément. C'est de la collecte de données, donc c'est de l'information. C'est collecter le plus possible. Je ne parle pas en technicienne, je parle en philosophe. C'est collecter le plus possible des informations déjà existantes. Donc on l'a dit, c'est de la probabilité ou de la statistique. Moi qui suis éditrice, ça me pose par ailleurs un problème parce que l'IA va chercher dans des livres, donc des contenus, du contenu pour elle-même et ne paie pas de droit d'auteur. C'est pas une parenthèse, c'est un point important et elle va chercher le faux comme le vrai. Donc ce qui me gêne, c'est le mot intelligence. D'où ma question, c'est est-ce que l'IA est encore un outil ou est-ce qu'il n'est pas naïf de le croire quand 92% des thèses sont générées sous IA, donc que vaut la recherche quand en fait elle a collecté des données, que valent les résumés, les synthèses, les comptes rendus. Moi, on m'a déjà dit, on a résumé votre intervention par IA. J'ai dit, c'est dommage, parce que la philosophie, c'est penser par soi-même. Et je dis, la philosophie, c'est penser par soi-même, mais en réalité, penser, c'est penser par soi-même. C'est pas la philosophie. Penser, c'est penser par soi-même. Donc, tout ça pour dire, ma voix discordante, c'est que je crois qu'il est naïf de croire que l'IA est un outil, elle est déjà utilisée comme substitution. C'est-à-dire qu'elle fait pour nous des actes cognitifs qui étaient les nôtres. Résumer, synthétiser, collecter, répondre. Deuxième chose, parce que ça, c'est pas intéressant en fait. Enfin, je veux dire, dire ce qui va pas réellement, c'est pas le plus intéressant. Mais une fois qu'on a posé ça, pour éviter, à mon avis, les deux fléaux de l'IA, c'est de nous rendre moins agile intellectuellement, puisqu'on fera moins de choses. Certains neurologues neuroscientifiques parlent déjà de la dette cognitive, c'est-à-dire qu'on ne saura plus faire certaines choses, parce que l'IA le fera à notre place. Donc il faut se demander comment elle peut ne pas nous rendre bêtes, au contraire. On a dit l'humain, mais qu'est-ce qu'il y a d'humain dans l'intelligence que l'intelligence artificielle n'aura pas? C'est ça qu'il faut qu'on se demande. Qu'est-ce qu'il y a de proprement humain? Et je crois qu'on le dit depuis ce matin. Je finis là-dessus, Thierry. Moi, je pense que c'est la curiosité, mais ça, c'est ma réponse philosophique, mais c'est pas ce que je voulais dire. Et je crois que la curiosité, on l'endort trop facilement, on l'anesthésie très facilement. Mais je crois qu'il y a une chose qui me frappe depuis ce matin, c'est que je vous disais, le dirigeant, il s'est appelé par plein de noms et puis on en cherche encore. Je crois que c'est un entrepreneur. Et que entreprendre, et Patrick Martin a fait semblant de ne pas être un intellectuel, mais il a bien compris que mon école, c'était celle de Schumpeter. C'est l'idée que l'entrepreneur, il détruit pour créer ou il crée en détruisant. Et vraiment, il faut utiliser le mot détruire. C'est pas collecter des données. C'est pas faire mieux que ce qui a été fait. Créer, c'est forcément détruire. C'est aller là où je ne suis pas. Alors, ça me fait dire quand même qu'il faudrait revoir complètement nos entretiens d'embauche, et les RH, parce qu'on vous demande, en fait, on vous met dans des catégories. Je crois que c'est un mot qui a été utilisé par Audrey, où on nous met dans des catégories, alors qu'en réalité, entreprendre, c'est créer des catégories là où il n'y en a pas, et bouleverser celles qui sont là. Donc pour moi, la vraie question qu'on doit avoir, c'est pas que faire de l'IA, mais que faire de l'intelligence humaine. Merci beaucoup. Tanguy, vous aviez encore un mot à dire. Un mot très court avec lequel j'aimerais que vous repartiez. C'est que dans des temps bouleversés, il faut avoir des approches bouleversantes. Dans des temps contre-intuitifs, il faut avoir des approches contre-intuitives. Moi, je vous invite à regarder comment la vulnérabilité n'est pas une option, c'est une réalité, c'est même la définition du vivant, et comment elle a à être prise en considération dans vos entreprises de manière stratégique, parce que vous êtes vulnérable, vos collaborateurs le sont, l'entreprise l'est, le pays l'est, et donc il nous faut collectivement injecter cette compréhension de la vulnérabilité déconstruite dans une vision de nature stratégique.